Salut à toutes et à tous, c'est Hugo, bienvenue dans Game Next Door. Quand on a commencé à parler de jeux vidéo sur YouTube, un de nos premiers sujets, c'était la durée de vie. On y expliquait en gros que si au début de leur histoire, les jeux vidéo étaient plutôt des expériences très courtes, à partir des années 90, avec la démocratisation de la sauvegarde et l'augmentation des capacités de stockage des supports physiques, la durée de vie des jeux avait considérablement augmenté et que c'était même devenu un critère de notation dans beaucoup de tests de la presse spécialisée. La longueur était toujours valorisée et un jeu jugé trop court pouvait être sanctionné. C'était ok pour les jeux amateurs ou les jeux flash, parce que c'était quand même des sphères spécifiques, d'ailleurs on les testait même pas, mais dans le mainstream, sur les jeux PC et consoles qu'on achète, il fallait qu'il y ait la dose. Il y a même eu des cas un peu extrêmes, comme le test de Portal chez Gamekult, aujourd'hui considéré comme une des grandes masterclass du jeu vidéo moderne, et il s'était pris un 5 sur 10 parce que, je cite, ça dure 2 heures à tout casser. Alors, no shade, ça arrive à tout le monde de se planter, moi le premier, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu absurde aujourd'hui. Déjà parce que, à part dans des cas très précis, la durée de vie n'est plus vraiment un critère explicite qui revient dans les tests des jeux, et surtout, les jeux courts ont de plus en plus la cote. Depuis la nouvelle vague du jeu vidéo indépendant, qui a démarré à la fin des années 2000, on a pu voir des jeux très courts trouver le succès, la reconnaissance, et même devenir des petits classiques. Et ça n'a fait que s'accélérer depuis, ces 2 dernières années encore, il y a des jeux courts qui sont arrivés à choper de très bonnes moyennes sur Metacritic, comme Despelote ou Slay the Princess, et il y en a qui ont cartonné sur le plan commercial, Minami Lane, Mouthwashing ou encore Buckshot Roulette, et c'est presque 100 000 reviews extrêmement positifs sur Steam. Et aujourd'hui, j'avais justement envie de vous parler de ces jeux-là. D'abord parce qu'ils sont de plus en plus présents dans ma pratique personnelle du jeu vidéo, et chaque année il y en a de plus en plus qui finissent dans mon top, donc forcément j'ai envie de vous les partager. Et puis au passage, essayer de comprendre pourquoi et comment ils trouvent leur place dans le marché actuel. Qui sont les personnes derrière, c'est quoi leur démarche, et puis côté public, qu'est-ce qu'on y trouve et qui fait qu'on en redemande. On est encore parti pour une vidéo qui devrait bien garnir votre backlog, mais cette fois-ci, il sera plus rapide à vider. Avant toute chose, il y a un point sur lequel on doit s'accorder, ça veut dire quoi un jeu court ? Parce que bon, tout est relatif et il n'y a pas de règle officielle. Mais en fait, je crois qu'on a une bonne base si on part justement de ce fameux « ça dure 2 heures à tout casser ». Pour moi, un jeu court, c'est un jeu qui peut se terminer sur une période très ciblée, genre 1 ou 2 soirées ou un long dimanche après-midi. Donc 2-3 heures de moyenne, ça me semble pas mal. Si c'est beaucoup plus court, genre 30 minutes, bon là on commence à être sur du tout petit jeu ou de la démo. Et à partir de 5 heures, pour moi, je dirais qu'on commence doucement à glisser vers quelque chose qui demande un peu plus d'engagement, mais bon, ça peut se discuter. Sachant que la moyenne des durées de jeu sur How Long to Beat, c'est 18 heures, donc faut quand même qu'on soit bien en dessous pour considérer qu'un jeu est court. Et puis 2 heures, c'est aussi la limite du remboursement sur Steam, c'est certainement arbitraire, mais c'est un indicateur de ce qui est considéré comme court sur le marché. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas la vérité, ça peut se débattre, mais c'est comme ça que j'ai décidé de limiter mon corpus pour cette vidéo. Ceci étant dit, on peut commencer. Pour tout vous dire, j'ai eu envie de faire cette vidéo après avoir vu une conférence de Dorian Signargou, alias Doute, au Gamecamp de 2025. Une conférence qu'il avait intitulée « Pourquoi et comment faire de petits jeux ». Quelques jours auparavant, il se trouve que j'avais justement joué à Kabuto Park, son dernier titre. C'est un jeu de collection et de bataille d'insectes, un peu façon Pokémon, mais en version French cottagecore et surtout qui se finit en 2 heures. La boucle est hyper efficace. La journée, on va capturer des insectes plus ou moins rares via un mini-jeu d'aléatoire et d'adresse, et en fin d'après-midi, on fait un combat avec un autre gamin. Le principe, c'est comme les Beyblade, faut pousser l'équipe adverse hors du terrain en confrontant nos statistiques, mais aussi en activant des pouvoirs temporaires propres à chaque insecte. C'est tout mignon, même quand les gamins qu'on a bolossés partent en pleurant, les musiques de Zaku sont impeccables, et toute la petite économie autour de la chasse d'insectes est très engageante, j'ai passé un super moment. Il faut dire que Dorian, il n'est pas à son coup d'essai. Son précédent jeu, développé avec Bliploop, c'était Minami Lane, un petit jeu de gestion d'une rue commerçante de style Cozy Japon avec des tanuki et des ramen.
Là aussi, c'était efficace et bien fini, et ça avait cartonné, notamment grâce au compte Wholesome Games. Et pareil que Kabuto Park, ça dure 2 heures et ça coûte 5 balles. Et en fait, dans cette conférence, qui d'ailleurs était blindée, on sent que voilà, les gens présents avaient été interpellés par le pitch, dans cette conf donc, il expliquait sa démarche de se focaliser sur des petits jeux comme ça. Pour lui, il y a 3 gros avantages à développer des jeux avec un scope réduit. D'abord, ça limite les risques, on n'investit pas trop d'argent dedans, que ce soit en temps ou en ressources matérielles, ce qui évite de se retrouver trop le bec dans l'eau si ça foire. Ensuite, on peut mieux maîtriser sa charge de travail. Si on garde en tête cette philosophie de faire mieux mais en faisant moins, ça évite de tomber dans le piège de la production de contenu à outrance. Et enfin, pour lui, c'est aussi préserver sa santé mentale en évitant de déprimer parce qu'on s'est enfermé dans un développement qui n'en finit pas. Une expérience, je crois, assez partagée dans l'industrie. Et là, ces derniers jeux, il les a tous produits en moins d'1 an, en comptant le suivi post-sortie. Et là, faut qu'on s'arrête un tout petit peu, parce que ça fait quand même une autre nuance importante à prendre en compte quand on parle de jeux courts. C'est pas parce que 2 jeux durent 2 heures qu'ils ont bénéficié des mêmes moyens de production. D'ailleurs, les jeux courts qui ont marqué les années 2010, comme Journey, Inside ou Firewatch, c'était quand même des projets importants à leur échelle. Plusieurs années de développement, des gros investissements, etc. Alors que des jeux courts avec un tout petit scope, c'était vachement plus atypique, en tout cas dans des projets commerciaux. Je pense à A Short Hike ou Minute par exemple, et je me souviens que quand ils sont sortis et qu'ils fonctionnaient, on les présentait vraiment comme des tout petits jeux, c'est un peu des anomalies, etc. Mais là, j'ai l'impression que depuis quelques années, ça s'est vraiment normalisé sur le marché, ces jeux courts mais aussi très petits en termes de scope, comme ceux de Dorian. Et évidemment, cette différence-là, elle se retrouve aussi dans le prix qu'on paye pour acheter ces jeux. Je l'ai dit, les jeux de Dorian, ils coûtent 5 balles, et la majorité des jeux dont je vais parler aujourd'hui sont en dessous des 10 euros. Et ça crée de fait un autre segment sur le marché des jeux indés. Habituellement, on se situe plus autour des 20 voire 30 euros. Là, en 2026, sur les derniers trucs marquants, il y a eu Mio, Kern ou Mugenix, on est complètement dans ces eaux-là. Il y a même Reanimal qui est pricé à 40 euros alors que lui il dure à peine 5 heures. Là ça peut commencer à crisper un peu. Mais payer entre 5 et 10 euros pour jouer 2-3 heures, c'est un deal qui est considéré comme cohérent et accepté aujourd'hui. Et c'est aussi viable pour les studios. Avec un prix attractif, on peut espérer faire du volume, et si on a passé à peine 1 an sur un projet, le seuil de rentabilité est plus rapide à atteindre. Et si ça se plante, ça te met moins dans la sauce que si tu y avais passé 4 ans. Et Dorian n'est évidemment pas le seul à avoir adopté cette ligne de conduite et de production. Je pourrais aussi mentionner Friedman Allmenroder, un dev berlinois qui enchaîne depuis quelques années les jeux courts. En 2023, il y a eu Pizza Possum, un petit jeu d'infiltration cosy façon Untitled Goose Game. En 2024, Summer House, un mini city builder de vacances. Et en 2025, Slots and Daggers, un deck builder à la Slay the Spire mixé avec du bandit manchot, extrêmement bien habillé et surtout qui se boucle à 100% en quelques heures. J'ai bien kiffé l'expérience, c'est pas si souvent qu'on a le feeling de poncer un deck builder en si peu de temps et ça marche tout aussi bien. Mais je voulais surtout vous parler de Nama Takahashi, un solo dev japonais. En 2021, il avait sorti Elekhead, un puzzle platformer de 2 heures avec un personnage qui pouvait lancer sa tête pour alimenter en électricité des mécanismes. C'était très sympa et hyper clean. Mais en 2025, il a sorti un autre jeu, OO. Je n'ai aucune idée de comment ça se prononce et je crois que c'est le principe. OO est aussi un puzzle platformer qui dure 2 heures. On contrôle une petite chenille dont la forme rappelle le titre du jeu et il faut l'aider à s'échapper du gosier d'un oiseau. Mais son corps, c'est aussi des bombes qu'on peut poser et faire exploser à volonté et qui nous permettent de nous propulser sur les côtés ou vers le haut. Un système de navigation atypique qui twiste déjà un peu nos habitudes dans un jeu de plateforme. Mais là où le jeu est trop fort, c'est comment il nous apprend les subtilités et les possibilités qu'offrent ces mécaniques. Tout le jeu se déroule dans le ventre de l'oiseau, qui est une sorte de petit labyrinthe dont il faut fuir. On enchaîne donc les challenges et les zones un peu comme dans un Metroidvania. Le truc, c'est qu'à part une seconde bombe, on ne débloque aucune autre capacité pour s'en sortir. Par contre, en explorant, on apprendra de nouvelles façons de se servir des moves qu'on a déjà pour arriver à surmonter des obstacles qui nous paraissaient infranchissables quelques minutes auparavant. En fait, OO, c'est un peu un knowledgevania. Dans chaque nouvelle zone, on débarque devant un mur qu'on pourrait théoriquement passer, mais on ne sait juste pas comment faire. Et sans aucun mot, juste avec des mises en situation, le jeu nous l'explique.
Et c'est vraiment une masterclass de game et level design parce que Takahashi, il se sert de chaque tableau pour nous aider à articuler de nouvelles façons d'utiliser nos outils. Et du coup, on a l'impression de tout comprendre par soi-même. C'est vraiment le jeu où t'enchaînes les «Ah, d'accord, je peux faire ça». Vous l'avez compris, j'ai adoré OO et je vous le recommande vivement. Et surtout, suivez son dev, dans les quelques interviews qu'il a données, on sent que c'est quelqu'un, c'est vraiment sa vision de faire des petits jeux hyper minutieux comme ça, d'essayer des mécaniques atypiques et de les exploiter à fond, et j'avoue que moi ça me parle bien. Et ça marche aussi pas mal pour lui, OO a passé les 5000 reviews extrêmement positifs sur Steam, il y a moyen qu'il soit rentré dans ses frais. On n'est pas sur des scopes aussi réduits que ceux de Dorian ou Friedman, mais il se positionne un peu sur le même segment. Bon, quand on parle de jeux courts, il est difficile de ne pas mentionner le travail de deux collectifs qui se sont un peu spécialisés dans cette sphère-là, Sockpop et Pancake Délicieux. Le premier, Sockpop, est un collectif fondé en 2015 par 4 devs hollandais avec la volonté de s'organiser pour produire des petits jeux percutants et qui auraient leur place sur le marché. En 2017, ils se lancent sur Patreon avec un modèle simple. Ils sortent minimum un jeu par mois et les gens qui les soutiennent les récupèrent directement, sachant que les jeux sortaient aussi sur itch.io ou sur Steam évidemment. Un modèle hybride et assez atypique à l'époque qui leur assurait un revenu continu pendant la production et va leur permettre de pondre une quantité de petits jeux assez folle. Durant plusieurs années, le rythme était même d'un jeu toutes les 2 semaines. Bon, même si c'est un collectif, en vrai, leur fonctionnement c'était plutôt de développer des jeux solo et de faire un roulement. En gros, ils avaient tous 2 mois pour faire un jeu et le cycle s'entretenait. Et évidemment, il y a eu pas mal de trucs anecdotiques, mais à force, il y a quelques petits jeux qui ont percé, notamment Stacklands qui est un jeu de deck building. Mais moi, le jeu de Sockpop que je retiens, c'est Grun. Dans Grun, on joue un jardinier chargé d'entretenir le jardin d'un petit patelin. On est à la première personne, on a nos cisailles et faut couper les mauvaises herbes et entretenir les haies. Le truc c'est que très vite, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans le coin. Les habitants sont bizarres, faut pas traîner la nuit parce qu'il y a des entités étranges qui rôdent, et surtout, plus le temps passe, plus le village semble s'effacer sur lui-même avec nous dedans. Il va falloir donc faire un peu plus que jardiner. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler l'histoire, mais ce qui a rendu Grun intéressant à mes yeux, c'est sa formule qui peut pas mal rappeler Outer Wilds et Majora's Mask. Pour finir le jeu, il faut comprendre les routines et les boucles qui régissent son monde, et dans les interstices, trouver les objets et les indices qui nous permettent de progresser. Même s'il n'atteint pas les sommets de ses références, Grun est un petit jeu qui impressionne par la densité de son level design et tous les détails qui forment ses puzzles. Il y a en plus un petit côté weird et spooky qui marche bien, moi j'ai passé 2 soirées dessus et j'étais à fond. Et pour ce qui est de Sockpop, ils sont toujours en train de faire des jeux et ça a l'air de bien fonctionner pour eux. L'année dernière, ils ont même fait un Sockpop Direct, les gars ont un catalogue désormais suffisamment gros pour ça. Et encore une fois, c'est faire des jeux courts et resserrés qui leur a permis de vivre de leur production depuis près de 10 ans. Et ils ont inspiré d'autres collectifs à suivre leur mouvement, dont Pancake Délicieux qui est français. Bon, en vrai, à la base, c'est plus un duo qu'un collectif. Benjamin et Rémi ont fondé Pancake en 2021, puis ils ont été rejoints par Pentadrangle, un compositeur espagnol qui produit toute leur bande-son. Comme Sockpop, leur modèle est hybride, avec un Patreon où on récupère leurs jeux et des ventes sur Steam et itch.io. Leur ligne édito, c'est des jeux plutôt arcade, rétro dans l'esthétique, avec toujours un petit concept central autour duquel ils itèrent. Ils ont pas mal buzzé en 2022 avec Shotgun King, un jeu d'échecs sauce roguelite avec, comme son nom l'indique, des armes de type Space 12. Faut avouer que c'est très efficace comme promesse, et entre ses animations et tous ces petits modificateurs, le jeu avait su se faire une place sur le marché déjà pas simple des roguelites de l'époque. Mais depuis, j'ai cru comprendre que c'était un peu plus compliqué pour eux. Ils ont eu du mal à retrouver un succès comme ça, et dans un récent post sur Patreon, ils ont expliqué qu'ils vont essayer de ralentir la production pour continuer à faire des jeux courts, mais avec un scope un peu plus ambitieux. Ça aussi c'est important, faut trouver le bon équilibre pour pas faire non plus des mini-jeux, et j'avoue que c'était un peu la vibe qu'envoyaient certaines de leurs dernières productions. Et puis bon, à mon sens, le pixel art, turbo rétro, chiptunes et tout, c'est quand même de moins en moins à la mode. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que ça fait un petit moment que je les suis et j'espère que ça paiera pour eux de passer le petit cap au-dessus en termes de contenu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page pour voir ça. Jusqu'ici, je vous ai surtout parlé de solo dev et de petits artisans comme on aime.
mais évidemment, ce retour en grâce des jeux courts, ça n'a pas échappé à d'autres entités, notamment quelques éditeurs qui ont flairé le bon filon. Et ces dernières années, si vous suivez la sphère indé, vous n'avez pas pu passer à côté de Critical Reflex. Critical Reflex, c'est un éditeur russe qui a enchaîné les succès récemment avec une ligne édito assez spécifique, des jeux bien bizarres et ou bien bressons, et surtout à chaque fois qui se finissent en quelques heures. C'était eux derrière Arctic Eggs, un jeu où il faut faire frire des œufs avec des clopes et des balles. Ils ont aussi accompagné Buckshot Roulette sur Steam, un mini Inscription hyper efficace. Il y a eu Threshold, le jeu de Julien dont on a parlé plusieurs fois dans l'émission, et c'était aussi eux les éditeurs de Mouthwashing que je qualifierais de néoclassique du jeu d'horreur psychologique. En l'espace de 2-3 ans, ils se sont constitués un catalogue vraiment impressionnant, et pendant un temps, c'était les cool kids de l'industrie, tout le monde en parlait dans le monde indé, en mode ils sont trop forts chez Critical Reflex. Et je dis pendant un temps parce qu'en fin d'année dernière, une community manager qui a bossé 3 ans avec eux a dénoncé leurs conditions de travail, entre management toxique et des rémunérations pas du tout à la hauteur des tâches demandées. Et surtout, elle accuse de harcèlement sexuel un des ex-producteurs dont les comportements auraient été couverts par la patronne de Critical Reflex. Des faits qui sont graves, inacceptables dans l'industrie et partout ailleurs, et c'est hyper courageux d'avoir pris la parole pour exposer ça, vu la hype autour de l'éditeur. Et évidemment, je lui envoie tout mon soutien, et j'espère qu'elle pourra obtenir une forme de réparation. Sachant que Critical Reflex n'a pas du tout réagi depuis, en mode on fait pas de vagues, ce qui renvoie l'image d'un éditeur assez irresponsable et pas professionnel du tout. Et je voulais prendre le temps de dire tout ça parce que c'est logique de parler de cet éditeur dans cette vidéo, mais je ne voulais pas taire ces points-là. Et je rappelle qu'ils sont éditeurs, donc ce ne sont pas eux qui ont développé les jeux dont je vais parler. Les studios n'ont rien à voir avec tout ça, et peut-être même que ces faits de violence les ont aussi impactés. Ceci étant dit, voilà donc 2 jeux récents qui m'ont marqué. Le premier, c'est No I'm Not Human du studio Trioscaz qui était partout sur Twitch à sa sortie. On y incarne un gars confiné chez lui suite à l'apparition de visiteurs, des êtres qui prennent la forme d'humains pour mieux les tuer. On doit donc héberger des personnes chez nous pour les protéger, tout en essayant de pister celles et ceux qui pourraient être des visiteurs et les flinguer avant qu'ils nous tuent. Il y a un petit côté Papers, Please qui marche très bien, avec une économie d'action et de ressources pour interroger les gens et tenter de survivre jour après jour. C'est un titre assez dense, avec plusieurs fins, tout aussi déprimantes les unes que les autres, mais c'est très accrocheur. Personnellement, je regrette juste que ce soit un peu laborieux d'explorer les embranchements, le jeu aurait pu justement s'inspirer du modèle de Papers, Please avec des sauvegardes jour après jour plutôt que de tout recommencer. Par contre, celui que j'ai adoré, c'est Karimara Beneath the Fallen Limbs. Un jeu fait par un solo dev français, Bastinus Rex. On y joue un petit sorcier chargé d'opérer une forme d'exorcisme en chassant l'esprit qui hante la cave de cette charmante personne. Les femmes cherchent Karimara expérimenté pour problème de fantôme. Mais pour ce faire, on va devoir comprendre les raisons de sa présence puisqu'on doit répondre à une série de questions pour l'apaiser. C'est donc une petite enquête qu'on va mener, mise en jeu façon point and click, avec des cartes qui servent de base à toutes les interactions avec l'environnement. Et si vous ne l'avez pas fait, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, je ne suis pas un storyteller. Je me suis vraiment fait attraper par l'univers créé par Bastinus, avec cette ambiance étrange et sinistre, et surtout une galerie de personnages qui m'a régalé. Gros coup de cœur notamment pour cette chouette hyper hostile, qui est un mélange curieux entre Christian Clavier époque Jacouille et Eminem, enchaînant les menaces avec un flow vénère. Et vraisemblablement, c'est le premier jeu dans cet univers, je crois que Bastinus a prévu de le prolonger dans d'autres titres, donc je suis très curieux de voir ça. Est-ce que ce sera encore avec Critical Reflex? Ça, je ne sais pas. Et de toute façon, c'est loin d'être les seuls éditeurs à avoir investi ce segment des jeux courts. J'ai mentionné Minit un peu plus tôt, et derrière il y avait Devolver. Je pense aussi à Annapurna Interactive, qui a édité plusieurs jeux courts comme ça. Et puis j'ai parlé de Friedman Allmenroder, et lui, pour ses derniers projets, il a bossé avec Future Friends, que je ne connaissais pas vraiment. Et en allant checker leur page, j'ai retrouvé plusieurs jeux édités qui rentrent aussi dans notre catégorie de jeux très courts, comme Exo One, un jeu de virevoltage spatial, ou encore The Cabin Factory, qui lui tombe plutôt dans le genre simulation de travail horrifique qu'on avait brièvement exploré dans une précédente vidéo. Et j'ai mis en wishlist A Webbing Journey, qui est en early access et qui, ma foi, m'a l'air incroyable et sent bon le petit jeu court bien fun. Bref, c'est pas les éditeurs qui manquent pour les jeux courts.
Et même si ça doit pas toujours être évident de décrocher des contrats pour des projets comme ça prouve que c'est désormais un segment qui a du sens pour l'industrie. Avec des avantages évidents, là aussi des risques minimisés, la possibilité de se faire un catalogue assez rapidement et de percer si on a misé sur le bon cheval. Avant de passer à la conclusion, je voulais faire un dernier petit segment de recommandations. Bon, ok, toute cette vidéo est un segment de recommandations, mais là, c'est surtout des jeux qui n'ont pas explosé commercialement ou alors qui sont en train de le faire. Et d'ailleurs, ça m'arrive d'en tester quand je suis en live. Et oui, depuis début février, je stream environ 2 fois par semaine, et c'est surtout pour jouer à des jeux indés comme ça, tester des démos ou blablater des dernières tendances. J'avais par exemple testé Hypogea, un chouette platformer 3D avec une vibe PS2 où on se sert d'une canne pour faire des acrobaties dans une méga structure. C'était vraiment sympa et nul doute qu'il y en aura d'autres comme ça, donc abonnez-vous si ça vous tente, le lien est dans la description. Bon, le jeu court dont je vais vous parler maintenant, il est quand même un peu connu, mais j'avais envie de le mettre en avant parce que c'est un FPS, pas un genre qu'on voit tant que ça dans cette catégorie de jeu. Ce jeu, c'est Metal Garden. Ici, on n'est pas sur un fast FPS façon boomer shooter, mais plutôt sur un rythme lent, avec une forte narration environnementale à la Half-Life. On y explore là aussi une méga structure en devant se défaire de différentes forces en présence et assurer sur quelques passages de plateforme. J'ai surtout été marqué par l'ambiance, c'est contemplatif et mélancolique, et j'ai beaucoup aimé le travail sur le level design, avec quelques boucles et raccourcis sympas et une absence de guidage trop poussé qui fait qu'on se sent assez autonome. Et forcément, comme ça ne dure que 3 heures, on ne voit pas le temps passer, le jeu a un très bon sens du rythme en alternant les différents types de séquences et de mise en jeu. Dans un autre genre, j'ai aussi beaucoup aimé Dawnfolk, un jeu de gestion hyper minimaliste. Habituellement, la gestion, c'est pas trop mon délire. Les grandes campagnes de 50 heures avec des enjeux macroéconomiques, flemme. Mais là, dans Dawnfolk, on enchaîne les niveaux qui sont comme des puzzles, où il faut atteindre un certain niveau de production tout en résistant aux assauts d'une force ténébreuse. On découvre la map case après case et il faut construire des moulins, des mines et des sources de lumière pour alimenter son économie, avoir suffisamment de travailleurs et de guerriers pour se défendre et jouer avec les flux de ressources. C'est assez chill dans l'ensemble, avec un petit calcifère qui nous guide pas à pas, et si la campagne se boucle en 5 heures, il y a aussi beaucoup de défis pour prolonger l'expérience. Mais le jeu auquel je veux que vous jouiez, qui est sous-coté de ouf, à peine 500 reviews sur Steam, c'est Betrayal at Club Low. Alors ouais, je sais. Esthétiquement, on va dire que ça ne plaira pas à tout le monde. Si vous trouvez les graphismes PSX moches, là on est sur un autre niveau de bizarrerie et il faut s'y faire. Betrayal at Club Low est donc un jeu de Cosmody, un compositeur new-yorkais devenu game dev qui, à travers ses différentes productions, a créé tout un petit univers parallèle étrange, à l'humour toujours présent, dans les bas-fonds de la ville fictive d'Off-Peak, entre ruelles, boîtes de nuit et street art. Ici, on incarne un membre d'une organisation secrète qui doit sauver un autre membre pris au piège par la mafia locale, dont le fief est une discothèque installée dans une ancienne usine à cercueil. Et notre couverture, c'est de se faire passer pour un livreur de pizza et nous infiltrer dans le club pour sauver notre pote. Un pitch ma foi assez baroque et peut-être pas hyper vendeur j'avoue. Mais en fait, on est en face d'une sorte de mini Disco Elysium avec des confrontations qui se reposent sur un système de dés qui est juste hyper prenant. Déjà, rien que les stats sont atypiques, avec pas seulement de la force ou du charisme, mais aussi de la cuisine et de la danse. Ça donne des builds assez originaux pour résoudre des situations de façon surprenante. Et puis, au fur et à mesure qu'on progresse, on peut investir dans ces stats pour augmenter la valeur des dés qu'on va lancer lors d'une confrontation. Sachant que chaque discussion ou action, genre fouiller dans une poubelle, est une confrontation, avec des lancers qu'on peut retenter plus tard et d'autres où tout se joue en une seule fois. Il y a évidemment plein de subtilités, avec des modificateurs grâce aux ingrédients de pizza qu'on trouve dans le jeu, et ça permet de faire des synergies bien fun, mais je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Et en fait, ça donne une petite aventure de 3 heures dans un environnement très restreint, mais avec une quantité d'alternatives et de possibilités qu'on explore en fonction de nos stats et de notre chance. Je suis pas du tout un expert, mais je crois que ça peut se rapprocher de ce qu'est un one-shot en jeu de rôle sur table. Une campagne très courte, mais qui permet déjà de s'exprimer et de découvrir de nouvelles nuances à chaque fois qu'on la relance.
Bref, c'est un excellent CRPG, très condensé, original, drôle. J'adore vraiment ce jeu et je pense qu'il mérite d'être joué par beaucoup plus de monde. Sachant que la suite est dans les tuyaux, comme ça vous pourrez dire que vous étiez là avant que ça pète. Ou pas. Mais bon, moi j'ai envie d'y croire. Bon, je vais m'arrêter là pour les recos, il y en a plein d'autres que j'aurais pu mentionner, et dans des genres encore différents. Felvidek, qui est un JRPG slovaque minimaliste et étrange, Is This Seat Taken, un petit jeu de puzzle où il faut placer des personnages en respectant leurs envies et les contraintes de l'environnement, ou encore Leave It Alone, un mini Power Wash Simulator où il faut souffler des feuilles. Je salue d'ailleurs William Bertin qui me l'avait montré en discutant justement de jeux courts. Il y en a pour tous les goûts et je ne crois pas que ça va s'arrêter. Bon, je pense que vous avez capté, ce retour des jeux courts, il apporte pas mal d'avantages aux devs. Faire un jeu court, c'est miser sur un projet moins risqué matériellement, mais pas moins original, au contraire même. C'est aussi une façon de se créer un catalogue, une ludographie au fur et à mesure des années. Et ça peut permettre de trouver sa place dans une industrie compliquée, soit en ayant sa petite niche, soit en espérant qu'un des jeux soit un succès et fasse vivre le studio pendant un moment. Plutôt qu'un gros jeu tous les 5 ans qui doit absolument rentrer dans ses frais, sinon c'est la fin des haricots. Et encore une fois, c'est loin d'être nouveau comme méthode de production. C'est même comme ça qu'ont fonctionné beaucoup de studios dans les années 80 et 90, comme id Software avant de sortir Wolfenstein et Doom. En 91, ils ont sorti 13 jeux, ce qui leur a permis d'itérer sur différentes mécaniques, apprivoiser leurs outils et rentrer de la trésorerie en continu. Et sans aller jusqu'à dire qu'il faudrait reproduire la frénésie de l'époque, c'est une façon d'envisager la production de jeux vidéo qui s'était un peu perdue au profit de jeux mastodontes toujours plus gros. Et on sait que ça peut donner le meilleur comme le pire, notamment pour les travailleurs et travailleuses du secteur. Faire des jeux courts, c'est une façon d'essayer de répondre aux problématiques actuelles de l'industrie. C'est pas la solution miracle, ça ne garantit rien, mais c'est une piste à explorer. Et puis côté public, pour nous joueurs et joueuses, ça a aussi ses avantages. C'est diversifier nos expériences, découvrir de nouvelles choses et, je crois, avoir cette satisfaction de terminer un jeu sans devoir se faire un planning de plusieurs semaines. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudrait qu'il y ait que des jeux courts et que ce serait merveilleux comme ça. Non, pas du tout. Le temps qu'on investit dans un jeu, c'est une composante importante de ce que ça peut nous procurer comme émotion, et je suis très heureux d'avoir englouti 60 heures dans Silksong et encore plus dans Mugenix. Mais je suis aussi content d'avoir le choix de m'offrir de temps en temps une petite respiration, et en plus pour quelques euros, moi je m'y retrouve très bien. Et je crois que je ne suis pas le seul. Pour terminer, je dirais que dans cette décennie 2020 qui s'obscurcit de plus en plus dans l'industrie, entre le gros forcing sur l'IA et les énormes boîtes qui licencient à la faucheuse pour rassurer leurs actionnaires, ce foisonnement d'expériences concentrées et originales m'apparaît comme une petite oasis dont on a bien besoin. Les mettre en avant, c'est soutenir des productions plus raisonnables, moins risquées mais certainement pas moins intéressantes, et montrer que d'autres modèles sont possibles. Bravo les jeux courts! Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que vous en ressortirez avec quelques titres à essayer prochainement au cours d'une soirée ou d'un week-end pluvieux. Je remercie également toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, Patreon ou Ko-fi, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à produire ces vidéos. Pour la prochaine, vous retrouverez Maxime, donc moi je vous donne plutôt rendez-vous en stream, et d'ici là prenez soin de vous et cœur sur vos manettes.